On parle beaucoup du terrorisme en Afrique, au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, et nous avons la possibilité ce matin à Politics d'échanger avec un expert sur cette question-là. Il s'agit d'un journaliste, écrivain d'ailleurs, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique, et vous le voyez tout le temps à la télévision en train de décrypter l'actualité internationale. Je parle ce matin de Seydi Kaba. Merci d'être avec nous. Vous êtes au Cameroun en ce moment, il n'y a pas eu d'attaque de Boko Haram. On peut se poser la question, pourquoi vous êtes là pour une série de conférences à l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Pourquoi cette présence en ce moment? C'est un plaisir agréable de me retrouver à Yaoundé et c'est un honneur que vous me faites de me recevoir à la télévision camerounaise pour aborder avec vous ce matin la raison de ma présence à Yaoundé. Comme vous savez, depuis très longtemps, je travaille sur les problématiques de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, principalement au Sahel occidental, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, le Mali, mais aussi dans la partie sahélienne qui concerne le bassin du lac Tchad, les 4 pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Comme il se trouve que à l'IRIC, à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun à Yaoundé, il y avait un colloque international qui porte sur l'insurrection islamiste, le terrorisme et l'insécurité en Afrique. Il a semblé indiquer aux organisateurs de solliciter la présence de ma modeste personne et d'apporter mon concours au débat qu'il devait s'y produire. Et pendant 3 jours, nous avons eu une conférence exceptionnelle. Vous avez beaucoup écrit sur l'insécurité en Afrique. Il y a par exemple ce titre, Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Il y a pour comprendre Boko Haram, il y a Voyage au cœur de Boko Haram. Pourquoi cette obsession à parler d'un phénomène dont on ne veut pas parler en Afrique, vous savez, avec tous les dégâts que ça cause? Le tout commence par une raison personnelle. Il se trouve que moi, je suis de Difa, dans le sud-est du Niger, qui est l'épicentre des activités de Boko Haram. Et un jour de février 2015, ma ville de naissance et de jeunesse, Difa, a été attaquée par Boko Haram. Et ça a suscité chez moi un intérêt et une interrogation. Alors vous avez fait ces recherches-là et comme vous êtes en face de moi, comment est-on arrivé à Boko Haram? Absolument. Et là, il faut convoquer l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Toute cette région était une même entité avant la colonisation. Ce qu'on appelait l'empire du Kanem-Borno, aujourd'hui s'étale à cheval entre les 4 pays du bassin du lac Tchad. Et à partir du moment où cette affaire de Boko Haram s'est incrustée dans l'état du Borno, a touché Maïdougouri, a touché Damasak, a touché Bangui. Donc, il était presque quasiment certain que cette affaire allait franchir la frontière du Cameroun, allait franchir la frontière du Niger, allait franchir la frontière du Tchad. Parce qu'il y a une imbrication. Vous savez, pendant très longtemps, les services de l'immigration au Nigeria ne pouvaient pas distinguer un Kanuri du Cameroun d'un Kanuri du Nigeria. Ne pouvaient pas distinguer d'un Kanuri du Niger d'un Kanuri du Nigeria. La seule chose qu'ils avaient trouvé à faire, c'est de regarder le bras. Et s'ils voient qu'il y a les traces de vaccination, ils se disent que ce Kanuri est certainement du Cameroun, il n'est pas du Nigeria. Si vous prenez la dimension économique, moi je suis du Niger, et du sud-est du Niger, 80% de l'activité monétaire est faite en Naira et non en francs CFA. Si vous allez dans le nord du Cameroun, vous allez trouver que c'est à peu près la même chose. Par la suite, des facteurs internes à nos différents pays, notamment les questions d'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes, c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant à savoir. Lorsque les premiers enfants de Difa sont allés à rejoindre les rangs de Boko Haram, ils sont revenus presque en permission, entre guillemets. Et quand ils sont revenus, ils ont ramené avec eux les motos que Boko Haram leur a donné, l'argent de poche qu'ils ont eu à Boko Haram, et ils ont parlé aussi des épouses que Boko Haram leur a données. Beaucoup de jeunes se sont dit, ah, cette affaire, elle est aussi intéressante. Et ils se sont embarqués. Ils n'avaient ni conviction religieuse, ni conviction idéologique. Mais le fait qu'ils aient été démotivés. Donc c'est comme ça que ce phénomène a commencé dans nos pays.
avant aujourd'hui de prendre la dimension que l'on sait, puisque, comme vous savez, chaque situation de guerre crée une économie de la guerre, avec ses acteurs, avec ses intermédiaires, qui ne veulent pas que ça prenne fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une difficulté à construire une réponse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Mais je crois que le mérite de nos pays, c'est aussi d'avoir compris que, puisque la menace, l'insécurité est devenue régionale, il faut construire une réponse régionale. Et de ce point de vue, on peut saluer leur initiative de se doter d'une force conjointe qu'on appelle la force multinationale, dont le quartier général se trouve à N'Djamena au Tchad. Est-ce que les politiques, les décideurs africains n'ont pas vu venir Boko Haram? Non. Je pense que les décideurs politiques ont vu d'autres dangers que celui-là. Parce que historiquement, ce qu'on ne dit pas assez, l'insécurité au Sahel n'est pas née au Sahel. Elle est venue au Sahel, elle s'est développée parce qu'elle a trouvé un contexte favorable. Mais ce n'est pas pour rien que cette histoire d'insécurité a commencé au Mali, au Nord Mali particulièrement, parce que le Nord Mali partage une frontière avec l'Algérie et le Mali partagent une frontière de plus de 1300 km. Et les événements d'Algérie en 1991, lorsque le Front islamique du salut a gagné les législatives et les militaires ont décidé qu'il n'y aurait pas de gouvernement islamiste en Algérie, ont arraché la victoire du fils. Ça a créé une situation de guerre civile en Algérie où le fils a créé le groupe islamique armé. Et le groupe islamique armé qui est devenu le groupe de salafistes pour la prédication et le combat s'était installé au Nord Mali. Parce que le Mali n'avait pas les moyens de contrôler sa frontière. Et donc, c'est ce groupe salafiste pour la prédication et le combat qui est devenu par la suite Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est ainsi que le terrorisme s'est diffusé dans le Sahel occidental. Au niveau du bassin du lac Tchad, vous savez, de sa création en 2003 à 2009, Boko Haram n'était pas un mouvement violent. C'était un mouvement qui utilisait la force des arguments. Pour le cas du Cameroun, l'armée a permis de contenir les assauts réguliers de Boko Haram dans la partie de l'extrême nord, la région de l'extrême nord. Mais la menace est encore réelle. On imagine que dans le Sahel, par endroits, ça se passe comme ça. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'on a vu dans ce terrain-là, on a vu la France s'investir à travers des opérations, notamment l'opération Barkhane. Et à un moment donné, la France décide de partir. Est-ce que cela permet de garder la tendance renversée telle qu'on l'a observé jusque-là, c'est-à-dire que Boko Haram est en perte de vitesse? Vous savez, lorsque la France est intervenue au Mali en janvier 2013, c'était avec un mandat très précis, à la demande d'ailleurs des autorités maliennes à l'époque, pour chasser les groupes djihadistes qui occupaient le nord du Mali, Tombouctou, Gao, Kidal. Et ce travail ayant été accompli, la France avait changé de mandat en 2014 en créant Barkhane, dont l'ambition était de combattre le terrorisme. Et malheureusement, cette ambition n'a pu se réaliser parce que sur le plan de la menace territoriale, lorsque la France lance Barkhane en 2014, c'était 20% seulement du territoire malien qui était menacé. Aujourd'hui, 9 ans après, c'est 80%. La menace s'est exportée aux pays limitrophes que sont le Niger et le Burkina. Pour des raisons qui sont pas évidente, on a semblé privilégier le Sahel occidental. C'est-à-dire, tout l'effort de la communauté internationale a plus porté sur le Sahel occidental, le nord-ouest du Niger, le Mali, le Burkina. Et cette partie du Sahel, le bassin du lac Tchad, a été presque négligé. On a laissé nos pays du bassin du lac Tchad construire eux-mêmes leur réponse. On ne leur a pas apporté suffisamment de l'accompagnement. Au-delà de ce constat, cette situation, cette décision de la France et des pays occidentaux, puisqu'il n'y a pas que la France qui se retire, Takuba aussi s'est retiré du Mali, doit nous amener à comprendre une fois pour de bon définitivement que nous devons construire une réponse africaine aux crises africaines. Vous savez, l'une des principales leçons qu'on tire de la guerre en Ukraine, c'est le devoir de l'Africain de se prendre en charge. Pour construire, pour monter la force du G5 Sahel, les pays du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad avaient besoin de 400 millions que la communauté internationale n'a pas donné. Depuis que la guerre en Ukraine a commencé, il n'y a pas 6 mois, on a fourni à l'Ukraine 100 milliards
de dollars d'aide. Rien que les Américains ont donné au moins 60 à 70 milliards de dollars à l'Ukraine d'aide. Nous, on n'a pas demandé autant, mais personne ne nous a donné. Il y a comme un sentiment anti-français en ce moment. La situation aujourd'hui est celle que vous évoquez. Il y a un rejet de la présence militaire française parce que les gens considèrent, les opinions publiques au Burkina Faso, au Mali, au Niger, considèrent que la présence française n'a pas eu de valeur ajoutée. Les gens se disent que comment la France, avec tous ses drones, avec toute sa technologie, avec tous ses mirages, avec tout son savoir-faire militaire, n'est pas arrivée à écraser les mouvements terroristes et n'est même pas arrivé à protéger les armées africaines. Vous étiez donc à Yaoundé pour un symposium sur les questions de sécurité, la lutte contre l'extrémisme violent, Boko Haram, etc. Vous écrivez beaucoup. Quels sont les futurs chantiers de Seydi Kaba? Donc, je pense que je vais continuer à assurer une production sur ces enjeux-là pour participer à une meilleure compréhension. Il y a une tendance à présenter une Afrique globale. Et voilà, quand il y a un problème dans un pays africain, on dit qu'ils sont tous corrompus. Quand il y a un pour eux, l'Afrique, c'est un pays. Absolument, exactement. Et pour vous, comme pour moi, qui avons parcouru le continent, on sait qu'il y a des réalités diverses. Moi, mon livre voyage plus que moi. Quand j'écris un livre qui sort à Paris, on peut le retrouver à Beyrouth, on peut le retrouver à Dakar, on peut le retrouver à Gaoundéré. Seydi Kaba, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau de Politics. Merci pour cet éclairage. Mais écoutez, ça a été un plaisir de venir à cette émission, d'avoir l'opportunité d'expliquer les enjeux du présent, les enjeux du futur, et j'espère que l'éclairage que j'ai apporté aura été utile pour ceux qui nous ont regardés. C'est un acteur qui s'investit beaucoup dans la lutte contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme. Il cherche aussi des solutions, il propose à ceux qui sont habilités à décider, propose des solutions à cette question-là. Seydi Kaba était à Yaoundé dans le cadre d'une invitation qui lui a été adressée à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Et nous avons eu la chance de l'avoir sur le plateau ce matin. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.